Le dimanche soir, je suis dans l'avion. Le lundi matin, je suis en Europe. Et on passe toute une journée à négocier. Je découvre des trous dans les contrats. J'ai récupéré on the spot des sommes énormes pour le joueur. À la fin de la journée, on va à la salle de bain, aux toilettes, et il me dit, Jérémy, deviens mon agent. J'écoute. C'est pas mon travail. Jérémy Pastel, tu es un entrepreneur qui opère aujourd'hui dans le monde du foot. Parti de France, tu t'es établi à Montréal en 2008, tu as fondé Voxon en 2010, puis tu t'es fait connaître du grand public avec l'émission Dans l'œil du dragon. Tu as ensuite créé l'agence Boost My Sport et participé à des opérations marquantes, dont le transfert de Dudley Lukebakio au Hertha Berlin en 2019. À Montréal, tu as cofondé Precision Play Soccer avec Mathieu Bodmer pour offrir une passerelle concrète entre les jeunes talents de Montréal pour finalement les amener en Europe. Je répète sans arrêt aux joueurs, c'est que n'oubliez pas que vous êtes des employés d'un club. Des employés souvent très bien payés, avec un statut de célébrité pour la plupart. Je me souviens à Los Angeles, à la maison, lorsque Messi arrivait dans le championnat de MLS, les prix étaient passés du simple, pas même pas au double, c'était 10 fois plus cher. Est-ce qu'on peut dire qu'un transfert à 20 millions d'euros, c'est comme marquer un but en finale de Ligue des Champions? Lorsque quelqu'un réagit mal avec $10, comment réagira-t-il avec 10 millions? L'argent ne fait que exacerber les mauvais côtés ou les bons côtés. Beaucoup de gens, comme j'ai mentionné, connaissent Mathieu Bodmer au niveau de sa grande carrière de joueur de foot. Maintenant, il est directeur sportif au Havre, donc c'est important également de mentionner. Est-ce que vous avez un lien quasiment uniquement privilégié avec le Havre ou vous pouvez placer des joueurs un peu partout? Non, partout. Aujourd'hui, le Havre a des besoins. Et lorsqu'il n'y a pas de besoin, il faut qu'on trouve des solutions. Il y a un joueur qu'on a placé à Nantes qui était au camp aussi l'année dernière. Il y a d'autres ouvertures qu'on propose en MLS, USR également, pour les joueurs qui ont d'autres niveaux. Le foot pour toi, est-ce que c'était un sport que tu veux quand tu étais jeune? Jamais. Mais qu'est-ce qui t'a ramené dans le foot? Jérémy, merci beaucoup d'être sur Paris avec moi aujourd'hui sur le podcast Histoire de foot. Salut, comment tu vas? Ça va très, très bien. Si on avait à commencer puis à se poser la question, les similitudes entre le monde des affaires et le foot. Toi, tu as opéré dans les deux depuis un bon bout de temps. Tu es dans le foot depuis plusieurs années. Ouais. Est-ce que ce que tout le monde dit que c'est très similaire entre les deux, c'est vrai? Est-ce que tu vois vraiment des similitudes entre les deux? Ouais, en fait, j'ai l'habitude de dire que lorsque tu sais vendre un téléphone, tu sais vendre tout. Bon, après, c'est comment tu le présentes et comment tu le vends, dans quel canal tu le vends. Bon, t'en as parlé, j'ai fondé Voxon Telecom en 2010. Entre-temps, t'as parlé de Boost My Sport, mais j'ai fondé Boost My Com. Je connais le marché américain. Je suis parti aux États-Unis après avoir été pendant des années au Canada. Donc, j'ai pu voir les différents marchés. Donc, je connais le marché nord-américain, le marché européen. Est-ce que c'est différent? Oui. C'est différent dans l'approche, c'est différent avec le type de personnes que tu rencontres, c'est différent avec les codes. À la fin de la journée, un club, une équipe de foot est une entreprise. Et ce qu'elle veut, c'est augmenter ses profits, réduire ses dettes, s'organiser pour pouvoir gagner les championnats, parce que si elle gagne des championnats, automatiquement, elle augmente son chiffre d'affaires. C'est similaire en termes économiques. C'est très différent en termes d'industrie. Et dis-moi, est-ce que l'idée de retourner dans le foot plus tard dans ta carrière, c'était quelque chose qui t'habitait depuis que tu étais tout jeune? Est-ce que ça t'a pris à un certain moment donné de te dire, là, j'ai réussi dans le domaine des communications, j'ai réussi dans le domaine du marketing, tu as une très, très forte présence en ligne, on en parlait juste avant le début du podcast, tu t'es bâti un grand personal branding à travers le temps. Est-ce que c'était quelque chose qui t'habitait depuis que tu étais tout jeune ou c'est venu naturellement, organiquement à travers le temps de retourner dans le foot? Non, en fait, pour tout te dire, Antoine, c'est par hasard. Je fonde Voxon en 2010, on l'a dit, la compagnie d'école. Je l'installe aux États-Unis. Donc, je pars en 2016-2017 aux États-Unis. 2016. Et je décolle l'entreprise à New York, puis après à Los Angeles. Et en 2018, puisque j'avais Boost My Com, que j'ai toujours, on faisait de la communication pour les entreprises, pour les athlètes, soit sprinter, boxeur, on a fait joueur de NBA également. Et donc, on m'a proposé de m'occuper des joueurs de foot, des joueurs de soccer, comme on dit aux États-Unis. Et donc, j'ai fait le marketing pour ces joueurs-là. Et de fil en aiguille, on m'a demandé de devenir agent, de faire en sorte de fournir des services d'agent de négociation à cause d'une situation fortuite entre certains joueurs et leurs agents. J'ai pas cherché à faire ça. En vrai, pour tout te dire, ma femme était contre. Elle voulait pas. Elle me disait, bon, écoute, Jérémy, tu fais de l'argent là où t'es. Le monde du foot, je le sens pas. Elle avait ses a priori que je peux comprendre. Et puis elle me dit, Jérémy, vas-y,
concentre-toi dans ce que tu fais, on est très bien ici, et puis tu voyages beaucoup déjà, tu vas voyager encore plus, oublie. Et finalement, je dis non au moins 3 ou 4 fois. Je me souviens à ce joueur spécifique qui me dit, Jérémy, vas-y. On a eu une négociation, je me souviens, j'étais à New York. Il me demande, Jérémy, viens dans l'avion négocier pour nous. C'était le dimanche. Le lundi matin, je suis dans l'avion. Plutôt le dimanche soir, je suis dans l'avion. Le lundi matin, je suis en Europe. Et on passe toute une journée, toute la journée à négocier. Je découvre des trous dans les contrats parce que n'étant pas du foot originellement, mais on sait lire un contrat, tu comprends Antoine, un contrat de télécom à plusieurs dizaines de millions et un contrat de foot, on voit bien là où il y a des trous. J'avais pris un juriste avec moi. Finalement, je me suis aperçu que c'est moi qui ai revu les contrats et j'ai découvert des erreurs énormes. J'ai récupéré on the spot sur le moment des sommes énormes pour le joueur. À la fin de la journée, on va à la salle de bain, aux toilettes, et il me dit, Jérémy, deviens mon agent. Écoute, c'est pas mon travail. Je repars aux États-Unis, j'en parle à ma femme, je dis non une deuxième fois, une troisième fois, puis à la fin de la journée, je dis ok, on va tester, on va voir. Et c'est là que je suis rentré dans le foot. C'est en quelle année environ? Ça, c'était fin 2018, début 2019. Ouais. Et là, quand tu rentres dans le foot, tout le monde dit constamment que c'est un milieu fermé. Je vais donner des exemples. Je parlais récemment avec des joueurs qui sont venus sur le podcast Histoire de foot, ou plutôt un entraîneur qui est venu et qui n'a pas été joueur, et qui me disait à quel point c'était difficile d'obtenir ces diplômes de coach quand tu n'avais pas été joueur auparavant. D'où la difficulté d'un circuit qui est très fermé. Je comprends. Est-ce que c'est la même chose au niveau des agents? Ouais, écoute, il y a clairement une mentalité dans le foot. Il y a clairement, une façon de fonctionner. Au niveau des coachs, il y a des réalités que je connais beaucoup moins, mais j'ai des amis coachs en Ligue 1 et dans d'autres championnats. Et c'est vrai qu'il y a des cercles fermés. Il y a une mentalité foot. Il y a une mentalité footeux. Il y a une mentalité des anciens joueurs du foot. Il y a une mentalité des anciens champions également. Et donc, pour rentrer dans ce cercle-là, je pense qu'il faut simplement être soi-même. Moi, j'ai pas cherché à y rentrer. J'y suis rentré par efficacité. Je me souviens, quand j'ai fait mon premier transfert, il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup de moqueries, et j'ai développé cette phrase. J'ai pas besoin de savoir tirer un penalty pour pouvoir faire un transfert. Là, on rigolait jusqu'à ce que je le fasse, pardon. Et donc, il y a une mentalité. Et donc, pour y rentrer, il faut simplement être soi-même et faire la différence. Essayer de se dire, OK, parfait. Quelle est l'approche que j'ai en télécom? Quelle est l'approche que j'ai en technique? Quelle est l'approche que j'ai en technologie? Comment j'ai réussi de passer de 0 à 100? Et qu'est-ce que je vois dans le monde du foot qui pourrait être amélioré, ou comment je pourrais faire les choses différemment, non pas pour être différent, mais pour être plus efficace afin d'arriver à un résultat probant. C'est ce qui a fait la différence. Et tu sais, en fait, Antoine, ce qui parle, que ce soit dans les télécoms, dans le marketing, dans les techs de manière générale et dans le foot, c'est le résultat. À la fin de la journée, s'il y a un but, si le ballon il est au fond du filet, on va dire OK, il a marqué un but. Quel que soit comment tu l'as marqué, c'est les stats qui vont parler à la fin de la journée. Est-ce qu'on peut dire qu'un transfert à 20 millions d'euros, c'est comme marquer un but en finale de Ligue des Champions? Ça c'est. De ça, là, Dodi Lukebakio, Hertha Berlin en 2019. Je parlais avec beaucoup de gens et très souvent, les agents me disent que ils vont quasiment, dans leur vie, jamais être capables de réaliser un transfert à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ça a été dans tes premiers transferts? Ouais, c'était dans les premiers transferts. En fait, je suis rentré en force dans le monde du foot. On m'a fait rentrer en force dans le monde du foot. Avec tout ce que ça implique, une pression énorme. Il fallait avoir une capacité d'apprentissage rapide, que ça soit au niveau des codes, on en a parlé, au niveau des règles, au niveau du relationnel, au niveau footballistique pur et dur, technique, etc., pour savoir à quel club le joueur à quel club il devrait s'intéresser, pourquoi pas à ce club-là. Et puis, donc, lorsque tu considères le temps réduit avec lequel j'ai réussi à faire ce transfert, ouais, tu rentres très vite dans la ligue première. Ça n'a pas été simple. Pas été simple, pourquoi? Parce que c'est un gros morceau de gâteau. Et quand il y a un gros morceau de gâteau à prendre, tout le monde est dessus. Tout le monde. Et ça génère des pressions qu'on peut imaginer, mais qui sont parfois indicibles même au micro.
parce que c'est pas simple. Et donc, ouais, cet été 2019 a été extrêmement tendu. On a été extrêmement efficace aussi. J'ai réussi avec mon équipe à arriver à cet objectif-là. Et aujourd'hui, on a vu le résultat parce que le joueur dont tu parles, il a eu une carrière énorme. Après, en 2023, c'est l'équipe nationale. On a été dans une stratégie où on se focus sur le développement d'un, deux, trois joueurs pour les amener au top. Et c'est ce que je fais depuis que je suis rentré dans le foot. Et là, présentement, parle-moi un petit peu des joueurs qui travaillent avec toi. Combien de joueurs vous travaillez? Combien de joueurs? Aujourd'hui, la stratégie qu'on a, on a environ une vingtaine de joueurs qu'on présente. Attention, mais la stratégie a changé. Aujourd'hui, on prend des jeunes qu'on développe. Je pense qu'on en parlera. Et on les développe sur une zone géographique précise sur laquelle on se focus. Et on les emmène dans des clubs où on sait qu'ils vont se développer. Généralement en Europe. Et donc, globalement, on les prend très jeunes pour les développer. Je me suis aperçu que dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours commencé de zéro. Il y a des gens qui achètent des entreprises et qui les développent. Moi, j'ai toujours commencé de zéro. Et donc, je me suis dit, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de développer. Tout à l'heure, tu m'as dit retourner dans le foot. Mon sport, ça a toujours été les affaires. J'ai l'habitude de dire que lorsque tu es dans les affaires, tu es dans une compétition internationale. Tu te bats contre des entreprises en Inde, etc., en Chine. Donc, mon sport, c'est le développement d'affaires. Et donc, développer des joueurs, développer un club, ça, pour moi, c'est quelque chose de formidable. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que on les prend dans une zone géographique bien précise, on les détecte et on les développe en international. Et avant de parler de cette mécanique de développer les joueurs, de les découvrir et de les amener finalement dans des clubs qui sont très probants en Europe, j'aimerais revenir à un point que tu as mentionné. Il y avait des trous dans le contrat. Ouais. Il y avait des enjeux peut-être dans cette dynamique d'agent de joueur. On parlait justement de podcast, d'une approche des fois que j'aime beaucoup, c'est de se dire, quand tu viens d'un milieu qui est totalement différent, tu pars avec aucune prémisse de base. Ah ouais. Donc, tu peux réinventer une structure qui n'a pas été réinventée depuis un bon bout de temps. Et de ce que je comprends, les choses ont souvent été les mêmes dans le monde du foot, dans le monde des agents du foot. Ouais. Au meilleur de tes souvenirs et même de ce que tu vois aujourd'hui, qu'est-ce que tu sens que tu as été capable d'amener de différent que quelqu'un qui n'aurait pas eu une carrière dans les affaires comme toi n'aurait pas été capable d'amener? Alors moi, je vois qu'il y a une approche totalement différente lorsque je parle à d'autres agents, lorsque je parle à d'autres, je dirais même parfois directeurs sportifs. Par contre, étonnamment, avec les présidents, on a la même vision. Pourquoi? Parce que c'est des propriétaires d'entreprises qui achètent des clubs. Et ce que je répète sans arrêt aux joueurs, c'est que n'oubliez pas que vous êtes des employés d'un club. Des employés souvent très bien payés, avec un statut de célébrité pour certains, pour la plupart, mais vous êtes des employés. Et d'avoir cette compréhension économique, légale, ce relationnel, ce rapport signalagmatique, comme on dit en droit, entre le patron et l'employé, c'est très nouveau dans le monde des agents. Il y a cet esprit de starification et à la fin de la journée, on le voit parfois en Ligue 1, on le voit dans les championnats aujourd'hui européens, où on remet sur la table le côté économique, parce qu'à la fin de la journée, c'est comment on fait de l'argent. Et je vois des clubs qui sont dans le développement des joueurs, qui sont dans gagner des trophées. Généralement, gagner des trophées, ça équivaut à faire de l'argent, gagner de l'argent, parce que ça a des primes, etc. Mais on oublie ce côté économique. Le propriétaire du club, il n'oublie pas, lui. Il sait très bien que si jamais ça balance pas le budget, il va en club ou il va en banqueroute. Donc, cette approche-là, elle était très différente. Et quand tu la présentes à un directeur sportif qui comprend cela, tous ne le comprennent pas, mais la plupart, ou un propriétaire de club, oublie ça. La dynamique, elle change de niveau. Lorsque tu dis à un propriétaire de club, voici la situation économique, voici, on n'est plus dans le goût, on n'est plus dans la passion, on n'est plus dans j'aime ce joueur, on est dans attention, voici les chiffres, voici comment tu vas pouvoir rentabiliser. Et encore une fois, hier, j'étais au téléphone avec un club en Luxembourg pour des jeunes joueurs talentueux justement de Montréal. Je lui disais, regarde, aujourd'hui, tu as un problème économique. Tu n'as pas d'argent pour payer les joueurs. C'est un club. Je lui disais, regarde, moi, ce que je suis capable de te faire, c'est très simple. Je t'envoie des talents canadiens, américains. Tu lui fais faire des essais. Les transferts seront à 0. Tu es capable de les développer très rapidement parce qu'il y a du talent. Oui, au niveau tactique, tu vas leur apprendre des choses. Oui, au niveau technique, tu vas les développer. Mais ce sont des athlètes déjà. Et maintenant, ce que tu fais, c'est simple. C'est qu'au bout d'une année, 2 années, tu les transfères.
tu crées du rêve. Donc en fait, ce genre de langage-là parle tout de suite et c'est pas souvent ce qu'on entend. Certains, hein, et pas souvent. Donc, littéralement, de penser comme un propriétaire d'entreprise en étant un agent, fait en sorte que les communications que tu as avec un président, un directeur sportif ou une personne qui est en charge des finances de l'organisation, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout aussi à quel niveau? Lorsque tu parles à un joueur, généralement, on est dans la starification, on est dans l'adulation et je comprends tout ça. Aujourd'hui, un sportif, j'en connais beaucoup, des champions, soit aux États-Unis, au Canada, en Europe. Un champion est un champion. Mais à la fin de la journée, on est des êtres humains. Il y a un être humain, après une carrière formidable et des trophées, qui se retrouve avec $0, c'est quand même problématique. Donc, tu vois, aujourd'hui, on connaît les stats. Hein. Donc, après 5 ans de retraite, beaucoup se retrouvent sans le sou. Donc, ce qu'on fait, et c'est ce que j'ai fait avec les joueurs que tu as cités tantôt, notamment l'un d'entre eux, c'est que lorsque ils commencent à toucher leur premier million, je me souviens très bien, j'ai fait signer une prime à la signature de 2 millions à ce joueur auquel je pense. Et je lui dis, écoute, parfait, tu vas signer 2 millions, tu vas les toucher en plusieurs fois. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie plus que tu ne le crois. Financièrement, mais dans ta mentalité. Et je lui dis, je te le dis parce que je l'ai vécu. Dans d'autres domaines, dans les techs, mais ça va te prendre 6 mois pour t'habituer à la nouvelle personne que tu es financièrement. Et si tu fais pas attention, tu vas péter un câble. Alors voilà ce qu'on va faire. On va mettre en place une équipe de gestion financière, c'est ce qu'on a fait, de investissement immobilier, et je vais faire investir dans la première année ces 2 millions-là, en tout cas une partie de manière échelonnée, en immobilier. Et ce jour-là, il est certain d'être 7, même si un jour, il est blessé et qu'il joue plus au foot. Et ça, c'est une approche différente. Aujourd'hui, on est tellement dans la starification que il a tel monde, je prends tel monde, il a telle voiture, je prends telle voiture. À la fin de la journée, il n'y a pas de stratégie d'affaires. Tu me diras si je me trompe, hein, mais aujourd'hui, ceux qui font de l'argent, c'est les entrepreneurs. Les athlètes aussi. Mais les fortunes, ils sont dans l'entrepreneuriat. Oui, il y a des athlètes qui sont au top. On a les Cristiano Ronaldo, on a les Hamilton, on a mais ils sont des entrepreneurs, paradoxalement. Ils deviennent des entrepreneurs. Très excellent point. Ils deviennent une marque eux-mêmes, et ils deviennent une entreprise. Toutefois, aujourd'hui, si jamais on comprend pas ce concept-là, on va devenir un employé avec un gros revenu et aussi des grosses dépenses. Comment générer des revenus passifs? C'est ce qu'on enseigne aux athlètes. Donc, tu réponds à une question que j'allais te poser de dire, tu amènes cette vision un petit peu différente avec un président, avec un propriétaire de club, et tu peux également amener cette vision différente avec un joueur. Tout le monde, tous ne le comprennent pas. Hein. Mais quand ils le comprennent, ça cartonne tout. Parce que tu vois, sur Histoire de foot, on a la chance de parler avec beaucoup de joueurs qui ont pris leur retraite et c'est un fléau. Ouais. Cette fameuse retraite non planifiée, ce lifestyle, entre parenthèses, qui on pensait intemporel, qui allait pouvoir rester pour le reste de notre vie. Et finalement, quand on arrête de se faire payer par un club, on peut plus payer la Lamborghini, on peut plus payer la maison dans le sud, etc. Ouais. Et ces joueurs-là auraient eu besoin de planification un petit peu plus tôt. Mais de 100%. C'est ce que tu amènes dès le départ, de ce que je comprends. Dès le départ. Moi, j'ai vu des situations catastrophiques où j'ai vu des joueurs qui ont essayé de faire des petits investissements. Ils t'achètent une maison à Saint-Tropez. Ouais, mais là, quel est le revenu passif de la maison? Est-ce que tu vas la louer tout le temps? Non, elle est là, elle attend et tu penses que c'est un investissement. La question, c'est dans quoi je dois investir? Moi, il y a une très bonne relation à moi. Un joueur de NBA qui est pour moi un exemple. C'est qui? Un jour, il a joué pour les 76ers. Okay. Mais il me disait ceci. Il a acheté 20 McDonald's. Et donc, globalement, ce qui se passe, c'est que quand il achète ces McDonald's, il s'assure une retraite incroyable. Un autre, qui a joué pour les Clippers, lui, il a fait des investissements immobiliers. À la fin de la journée, tu te dis, bah attends, mais ces gars-là, quand même, sont plus avancés. J'ai l'impression qu'en NBA, ils sont plus conseillés. Alors, il y a des catastrophes aussi, mais ils sont plus conseillés. Par contre, ouais, c'est un fléau. Pour assurer le train de vie, faut se dire, OK, lorsque l'argent ne rentre plus, qu'est-ce que je fais? Et quand tu es dans ce fame, quand tu es dans ce mouvement, t'oublies tout ça. Et ça, il faut le rappeler aux joueurs. Et quand je leur explique, parfois, ils l'entendent. Quand ils l'entendent, c'est formidable. Après, il faut passer à l'action pour pouvoir pallier à cette situation-là. Mais on croit qu'on va jouer toute sa vie.
Tu crois que tu vas toujours rouler toute ta vie. Et donc, il y a une combinaison de deux choses. Il faut avoir l'humilité de se dire que ça peut se terminer. C'est une humilité qu'il faut avoir. Et deux, il faut avoir le courage de planifier l'entourage qui comprend cela pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse se préparer à l'après. Donc, on fait une petite pause sur l'épisode en cours pour vous dire une chose, pour vous dire merci. Merci d'être autant présent semaine après semaine sur le podcast Histoire de foot. Mon nom est Antoine Gagné, animateur et producteur du podcast. Et je vous le dis, ça me fait chaud au cœur de voir qu'à chaque semaine, vous êtes présent pour écouter les différentes histoires de foot qu'on a avec nos invités. Maintenant, si vous écoutez le podcast depuis quelques temps maintenant, vous le voyez, on n'a pas de sponsor, on n'a pas de gens qui vont venir financer le podcast. Tout est fait avec notre propre argent de A à Z. Et la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour nous aider, pour nous encourager, c'est simplement de vous abonner. De vous abonner sur YouTube, de vous abonner sur Spotify ou encore sur Apple Podcasts. Plus l'auditoire grandit, plus qu'on va être capable d'avoir des invités de classe mondiale et de continuer à vous livrer des histoires de foot qui vont pouvoir marquer votre esprit. Donc, je vous remercie encore. De retour à l'épisode en cours. Je pense que le terme que tu utilises ici est très, très bon. On a besoin de l'entourage. Et on parlait de ta relation avec les présidents, les joueurs. Quelle est ta relation avec les familles des joueurs? Tu me dis que tu travailles beaucoup avec des jeunes joueurs, donc j'aurais tendance à croire que tu es assez proche de leurs parents pour les conseiller. Ça doit les rassurer d'entendre ça un peu. Ouais, ça les rassure. Alors, quelle est ma relation avec les parents? Elle est excellente. Elle est excellente pourquoi? Parce que je choisis. Aujourd'hui, j'ai appris à détecter en affaires. Mon travail, en fait, c'est l'analyse psychologique. Je vois qui est qui. Quand tu rentres dans une négociation, quand tu rentres dans un podcast, quand tu rentres dans une réunion, tu dois analyser la salle. Tu analyses les individus autour de la table. Et donc, tu analyses, pareil, les parents. Tu analyses les enfants. Tu vois la dynamique. Et si tu vois qu'il y a une dynamique bidon, pour me pardonner l'expression, tu te dis, OK, j'y vais ou j'y vais pas. Quel est le degré de risque que tu es prêt à prendre? Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un réagit mal avec $10, comment réagira-t-il avec 10 millions? L'argent ne fait que exacerber les mauvais côtés ou les bons côtés. Donc, quand je vois que quelqu'un est déjà tordu, avec 20 millions, il sera 2 fois plus tordu. Est-ce que je veux m'embarquer là-dedans? Quel est le casse-tête que ça va m'amener? Aujourd'hui, j'ai du mal à travailler avec des gens avec qui je ne pourrais pas m'asseoir et manger un repas. Je peux plus. J'ai passé le temps de ça. Je veux plus. Je veux prendre du plaisir tout en faisant de l'argent. À la fin de la journée, quelqu'un qui dit qu'il fait ça que pour le plaisir, il te ment. C'est une combinaison des deux. On veut faire ça parce que c'est très intéressant. Voir quelqu'un se développer, pour moi, c'est formidable. C'est grandiose. Et en plus, si tu fais de l'argent, c'est un bonus aussi formidable. Donc, la relation, elle est bonne pour répondre à ta question avec les parents. Oui, lorsqu'ils entendent ce langage-là, et c'est pourquoi souvent ils me choisissent. Ils me choisissent pour deux choses. Le background atypique. Ils ont personne qui fait ce que j'ai fait dans leur entourage. Ils savent très bien que j'ai pas eu besoin du foot pour vivre. Et j'ai toujours pas besoin du foot. Mes entreprises roulent toujours, elles se développent. Foxtel Télécom arrive fournir les services en Europe. À la fin de 2025, on fournit les services partout aux États-Unis, au Canada. Et on parlera en 2026, peut-être 2027 pour l'Amérique latine. Donc, globalement, j'ai pas besoin du foot, mais le foot est un bonus formidable et c'est devenu une passion, tu l'as dit. Maintenant, quand ils voient ça et qu'ils voient le développement et la perspective que j'amène, ça les rassure. Mais ouais, c'est très important d'avoir tout l'entourage sur la même page, sur la même longueur d'onde pour pouvoir avancer. C'est quoi le filtre que tu fais? Parce que bien entendu, le filtre numéro 1, c'est le talent du joueur. Soyons honnêtes. Ouais. Par la suite, est-ce qu'il s'installe un petit peu un processus, des rencontres très approfondies avec l'entourage, les parents, les gens proches du joueur? Parce que en ayant parlé avec énormément de joueurs sur le podcast Histoire de foot, et j'ai également eu la chance ultimement d'avoir eu une jeune fille qui est venue avec son père pour qu'il nous explique un petit peu l'ascension qu'ils étaient capables d'avoir les deux en Europe. Tout se joue au niveau de l'entourage quand on est très, très jeune. Et c'est rendu que tu bâtis littéralement, sans faire de mauvaises comparaisons, ici, une entreprise autour de la joueuse ou autour du joueur très, très jeune pour s'assurer qu'il puisse suivre ou qu'elle puisse suivre les bonnes directions. Quel est le type de filtre d'analyse que tu fais avec ces familles? Tu l'as dit, le premier, c'est le talent. Imagine-toi qu'on fait un camp, on va regarder ceux qui savent taper dans la balle, ceux qui savent... Et ça, c'est le premier filtre. Après, il y a des niveaux de talent. Et dans les niveaux de talent, c'est important de comprendre que c'est pas parce que tu as le plus grand talent que tu vas forcément le mieux réussir.
Et ça m'amène à mon deuxième point. Lorsqu'on est sur le bord d'un terrain, qu'on fait des analyses, et quand tu sais comment ça se passe, de manière générale dans la vie, Antoine, et tu le sais, tu l'as vécu, tu es entrepreneur, il est très, très, très difficile de réussir. Qu'on se mente pas. C'est très facile en même temps parce que si tu mets une méthode en place et si tu as la connaissance, la stratégie, la volonté, la force de travail, et aussi le facteur chance, providence, tu vas réussir. Mais c'est très difficile. Très difficile, pourquoi? Parce que à cause d'un détail, tu peux tout échouer. Quelqu'un qui sort la mauvaise parole, un joueur qui a la mauvaise réaction sur le bord d'un terrain avec la mauvaise personne peut foutre en l'air sa carrière. C'est pourquoi le talent est important, mais il ne fait pas tout. La mentalité est plus importante. J'ai vu des joueurs être à 2 doigts de signer avec un club pro et à cause d'une réaction bidon, il y a beaucoup le mot bidon. Pourquoi bidon? Parce que c'est tellement ridicule quand il y pense. Et quand tu te couches le soir, le joueur doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai été con? Pardonne-moi. À cause d'une réaction bidon, ça ne signe pas. Faut comprendre que plus tu montes, plus il y a de l'ego. Plus tu montes, plus il y a des caractères, plus il y a des personnalités très trempées. Il faut savoir naviguer entre tout ça. Et quand je disais que il y a la psychologie analytique qu'il faut avoir, le joueur doit avoir ça très tôt. Et comment tu peux l'avoir très tôt? C'est premièrement avec l'environnement, les parents. Comment ils ont éduqué l'enfant. Et donc, il y a 1, le talent. 2, le comportement du joueur. Ça, c'est... Pardon, il y a des joueurs qui se font éliminer à cause de ça. Donc, ce que je regarde, c'est après le comportement. Comment il se comporte avec les équipiers. On regarde tout. Comment il va réagir sur le terrain. Comment il va communiquer, comment il va parler. Comment il va parler avec les adultes. Est-ce qu'il ramasse ses crampons? Est-ce qu'il le dernier camp, j'ai appris quelque chose. Ça, c'est Mathieu il fait une remarque. Il dit, j'ai jamais vu Cristiano Ronaldo jouer avec ses lacets non attachés. C'est simple comme remarque, mais il était frappé. L'attitude est importante. En fait, tous ces éléments-là font la différence. Puis après, ça, c'est le premier filtre. Deuxième filtre, c'est quand tu t'assois avec les parents. Quelle attitude ont les parents? Il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut pas dire, mais je vais les dire quand même. Il y a des parents qui sont plus intéressés par l'argent que les propres enfants. Donc, ça existe le projet Mbappé, même en Amérique du Nord? Sans commentaire, je connais pas le projet Mbappé suffisamment. Par contre, tu vois bien des parents qui sont plus, qui gâchent la carrière de l'enfant parce qu'ils sont plus intéressés par l'argent. Un exemple très simple. Le jeune n'est pas encore au niveau de demander des sommes. Ne demande pas des sommes. Moi-même, sur certains transferts, je demande 0 parfois. Je fais le pari sur le joueur. Je dis, attention, maman, ne me donnez rien, parce que je sais qu'il va réussir. Par contre, quand il réussit, on s'organise. Mais non, il y a certains parents qui vont dire, je veux qu'il ait tant. Je veux qu'il touche tant par mois. Donc, c'est pas le moment de demander. Et quand tu tombes sur des parents qui ont suffisamment confiance, qui ont une mentalité suffisamment bonne pour dire non, on prend le risque. Un risque entre guillemets, parce que quand t'as 16 ans, quel risque tu prends? T'as toute ta vie? Aucun. Alors oui, à l'école, il y a machin, etc., mais tu t'organises il y a des clubs la plupart sont suffisamment bien organisés pour te permettre de continuer tes études. Mais après, il y a le filtre des parents. Puis le dernier filtre, il y a le filtre de l'argent. Lorsque le joueur commence à toucher ses premières sommes, parfois, tu vas regarder comment il réagit. Est-ce qu'il va oublier? Les gens autour de lui vont changer. Et ça, j'en parle, j'avertis, je dis, écoute, tu vas voir qu'il y a ton cercle va changer, il va se refermer, il va s'épurer, ou il va se détériorer. Et donc, par conséquent, là, je lui dis, essaie de faire en sorte de te reconcentrer, et si jamais il se reconcentre pas, là, tu sais à qui t'as affaire. Tu as parlé d'un point intéressant. Tu as utilisé le terme talent. Je te ramène un petit peu l'autre côté de l'Amérique. Tu as vécu à Montréal. Yep. Et à un certain moment donné, tu es allé t'installer aux États-Unis. Yep. Dans le nord-est, et par la suite un petit peu plus vers le sud, le sud-ouest en Californie. Je te ramène un dîner avec un certain Mathieu Bonnemère. ouais. Donc, à peu près certain que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont des fans de foot, sont capables de se rappeler de la très, très grande carrière que Mathieu Bonnemère a eue. Et là, se lance une discussion, un brainstorm, une conversation sur comment pourrait-on
lier de manière un petit peu plus concrète les talents nord-américains avec une expansion et peut-être une carrière européenne. Peut-être tu peux nous ramener à cette idée? Ouais, très intéressant. On se rencontre là où j'habite à Los Angeles. Et d'ailleurs, pourquoi Los Angeles? Los Angeles, je suis parti là-bas pour le business. J'avais fait sur la côte est, il fallait que je développe Voxen sur la côte ouest. Et puis, ma femme voulait le soleil aussi. Il y a plusieurs combinaisons de choses qu'on fait qu'on s'est installé là-bas. Donc, on est à l'ouest, West LA, comme on dit. Et on n'est pas mécontent. Donc, c'est les principales raisons. Puis, je m'installe là-bas. Enfin, Mathieu visite Los Angeles. On va au resto. Vous connaissiez d'abord? Ouais, on se connaissait succinctement, son épouse aussi. Et puis, on s'assoit. Il me dit, Jérémy, regarde, parmi d'autres choses, hein. Et au bout d'un moment, il me dit, Jérémy, il y a quelque chose qu'il y a à faire aux États-Unis. L'idée vient de lui. Alors, on faisait déjà des choses. Il me dit, Jérémy, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, pourquoi? Parce que, à mon avis, il y a des talents qui se perdent. Il y a un pont qui est mal fait entre les États-Unis et l'Europe, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Et là, on commence à brainstormer. On fait un premier brainstorming. On rentre à la maison. Je me souviens, un de mes collaborateurs, Marc, était là avec nous. Lui, il habite sur la côte est, en l'est l'est de l'Amérique. Et donc, il me dit, Jérémy, je dois repartir à la maison. Je dis, écoute, reste encore un peu, parce que peut-être ça va se passer, on va encore continuer à discuter. Mathieu me dit, Jérémy, viens, on continue la discussion. On se retrouve le lendemain soir au resto. Et puis, on approfondit, on se dit, non, il y a quelque chose à faire. Moi, entre-temps, entre les deux soirs, j'analyse, j'approfondis, on se dit, non, il y a vraiment un truc à faire. On continue les semaines qui suivent. C'était en 2020, c'était décembre 2023. Et donc, on se dit, non, il faut avancer, il faut voir quelque chose, voir ce qu'on peut mettre en place au niveau de ce concept. Et là, on l'approfondit dans les semaines qui suivent et on se dit, non, il y a une place que je connais très bien. Il y a un endroit dont on me parle tout le temps au niveau du foot, c'est Montréal. États-Unis, ok, mais Montréal, peut-être plus. Donc, entre décembre et mai, on est dans l'analyse. Parmi d'autres choses, il y a des affaires à gérer, il y a la famille à gérer, il y a des voyages sans arrêt. Je prends au-dessus de, je crois que j'avais calculé au-dessus de 80 avions par année, parfois plus, c'est beaucoup. Et donc, on arrive en mai, on se dit non, c'est bon, on appuie sur le bouton. Et en 45 jours, on organise un camp à Montréal. Et donc, on a eu cette première expérience et puis elle a été suffisamment prouvante pour qu'on se dise, on continue. Donc, pour situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on parle du camp Precision Play Soccer. Yep. Et qui, comme tu l'as très bien mentionné, a l'objectif de faire en sorte d'aller repérer des talents en Amérique, parce que là, tu as parlé de Montréal, maintenant vous êtes dans plusieurs villes en Amérique du Nord, et les amener en Europe. Point que j'ai trouvé très intéressant, je faisais mes recherches, tu l'as mentionné très clairement, c'est pas une dynamique récréative ici. Non, c'est pas un camp pour venir taper dans le ballon. On est des professionnels, on gère le tout comme une entreprise, on cherche des talents qui ont l'ambition de devenir également des joueurs professionnels comme Mathieu a pu l'être dans le passé. Est-ce que tu penses que c'est ça un petit peu le problème qu'il y a pu avoir avec d'autres camps? Parce que soyons honnêtes, tu n'es pas le premier à avoir essayé, mais j'aurais tendance à croire que tu es un des premiers à avoir du succès un petit peu dans cette approche-là. Tu as déjà amené dans la première année un joueur qui est signé au Havre et d'autres joueurs également qui sont dans des processus sensiblement avancés pour des signatures. Est-ce qu'un petit peu c'est cette approche très pragmatique? On fait des camps qui peuvent quasiment s'apparenter à des camps de préformation. Parle-nous peut-être un petit peu des différences que tu as pu voir avec les autres camps et comment ça se met en place. C'est 100%. En fait, Antoine, parlons de qu'est-ce qui détermine un succès. Ce qui détermine le succès, on l'a dit tantôt, c'est le résultat. Il n'y a pas de résultat. Pour moi, c'est de la flûte. Tu as parlé d'autres camps qui existent et c'est très bien. Ils ont tout le mérite d'exister. Mais aujourd'hui, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle chez nous, dans mon jargon, à l'interne, dans mes activités, que ce soit tech ou sportive, les ingrédients du succès. Quels sont les ingrédients du succès qu'il faut pour pouvoir réussir une communication marketing, une stratégie marketing, que ce soit un transfert de foot ou bien une entreprise technique? Il faut rassembler des éléments. Les éléments pour un camp, il faut les bonnes personnes des deux côtés. Il faut
les bonnes personnes qui ont les bons contacts pour placer les joueurs, il faut les bonnes personnes pour détecter les joueurs, il faut les bonnes personnes pour pouvoir organiser l'événement en tant que tel, parce que ça reste un événement extrêmement complexe qui prend énormément de temps. Et après, un dernier élément, c'est la volonté. Il y a un dernier que je vais citer sans le citer, c'est ne pas être dans l'urgence financière. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de camps qui sont organisés. Et en fait, c'est récréationnel, tu l'as dit. À la fin de la journée, c'est la génération d'un chiffre d'affaires à court terme. Nous, ce qu'on veut, c'est le moyen-long terme. Et donc, ces éléments-là ont été apportés dans ce projet PSG Jeune pour les Soccer. On a l'expérience d'une équipe professionnelle. Tu as parlé de Mathieu Bonnemer qui vient avec son staff élargi. Hein. Et puis, tu as, comment dirais-je, moi et mon équipe qui venons avec un background d'affaires très, très trempé. On est dans l'action-résultat. Action-résultat. On n'est pas dans l'action-bavardage. Et donc, ce qu'a fait le succès, c'est qu'en 45 jours, avec toutes les connexions que j'avais déjà, on a appuyé sur le bouton. C'est court, 45 jours. Entre le moment où on décide et le moment où il y a le camp, hein, 45 jours. Peut-être 46, pour être très, très précis. Et donc, globalement, on a plus de 200 joueurs à la première édition. Alors que tout le monde nous disait, ne le faites pas en été, ça ne marche pas, on l'a fait. Tout le monde est venu. Tout le monde. Beaucoup sont venus. On a impliqué des gens que tu connais, hein, des amis à moi très proches, les Bruni-Surin, comment dirais-je, il y a d'autres partenaires aussi qui sont venus, les Ali Gerba, etc. Et puis, dernièrement, il y a Patrice Bernier qui est venu et qui a compris ce qu'on faisait. En fait, on a réussi à apporter tous ces ingrédients et à apporter un résultat probant très vite. Quelques semaines après, il y avait, comment dirais-je, les sélectionnés de la troisième étape, parce qu'il y a 2 étapes. La première, c'est le camp de détection. La deuxième, il y a les entraînements pratiques. Hein, ça se passe sur la même période, sur quelques jours. 2 jours la détection et les 2 jours suivants, c'est la partie pratique. Puis après, ils s'en vont faire des essais en Europe. Et globalement, dans cette troisième partie-là, on a été très vite. En août, les joueurs sont partis en Europe. Alors tout le monde criait au loup, ça ne se passera jamais. On a vu. Et puis, en septembre, on a déjà eu les premiers résultats avec les analyses, les retours des clubs qui disaient non, on est intéressé par lui, etc. Puis après, il y a ce fameux joueur qu'on apprécie beaucoup, famille très, très, très équilibrée, joueur la tête sur les épaules, qui, comment dirais-je, arrive au Havre, qui est arrivé au Havre cet été, Elian Beloui. Et donc, il y a ce résultat-là qui dit il y a quelque chose qui se passe. Deuxième, pour terminer, session qu'on a faite il y a quelques semaines, en juin 2025. Et puis, cette fois-ci, c'est pas 200 joueurs, c'est pratiquement le double. Et on a fait dans une période différente. On n'aurait pas dû. On s'est mal organisé sur ce point-là. Ça arrive. On l'a fait en week-end. Il y avait des matchs. On s'est pas rendu compte. Désolé à Soccer Québec. On vous embrasse sur le front. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On aurait pu avoir plus de joueurs à cause de ça parce qu'il y avait des matchs en cours. Il fallait qu'ils aillent dans leurs matchs. Et donc, à chaque session, à chaque camp, on détecte cet ratio assez important entre 2, 3, parfois 4 joueurs talentueux. C'est énorme. C'est énorme, énorme. Et sur les 3, 4, on sait qu'on va en placer en court terme au minimum 2. En moyen long terme, on placera les 4. Et juste, parle-moi un petit peu par la suite du lien qui se fait avec l'Europe. Donc, pour situer les gens, beaucoup de gens, comme j'ai mentionné, connaissent Mathieu Bonnemer au niveau de sa grande carrière de joueur de foot. Maintenant, il est directeur sportif au Havre, donc c'est important également de mentionner. Est-ce que vous avez un lien quasiment uniquement privilégié avec le Havre ou vous pouvez placer des joueurs un peu partout? Non, partout. Aujourd'hui, le Havre a des besoins. Le Havre a des besoins et l'équipe du Havre, en particulier Mathieu le sait lui-même, le Havre a des besoins et lorsqu'il n'y a pas de besoin, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, non, je te parlais tout à l'heure d'autres clubs sur lesquels il y a eu des essais. Il y a un joueur qu'on a placé à Nantes qui était au camp aussi l'année dernière. Donc, globalement, non, il y a d'autres ouvertures qu'on propose, pas seulement en France, en MLS, USR également, pour les joueurs qui ont d'autres niveaux. On développe aujourd'hui les universités pour les joueurs qui ont cette ambition-là. Puis les championnats un peu plus mineurs en Europe. On parle de la Bulgarie, on parle, comment dirais-je, de la Suisse, on parle d'autres championnats pour pouvoir faire en sorte que ces joueurs-là décollent. Et j'avais la compréhension que, bien entendu, il y a un prix à l'entrée pour le camp, mais
si le joueur a peut-être des enjeux financiers à un certain moment donné, vous êtes capable de l'accommoder. De 100%. De 100%. Aujourd'hui, encore une fois, c'est toujours une question d'équilibre. Ce qu'on veut, c'est attirer les talents. On n'est pas dans le récréationnel, on n'est pas dans le chiffre d'affaires immédiat. Aujourd'hui, lorsqu'un joueur vient nous voir ou nous écrit ou nous appelle et nous dit « j'ai pas d'argent », il faut que ça soit vrai. On lui donne un voucher. On lui donne une place gratuite. Les clubs partenaires avec qui on travaille connaissent aussi les situations familiales des joueurs et distribuent des vouchers, des places gratuites. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est bien sûr, c'est payant. Pourquoi? Parce qu'il y a des coûts à supporter. Pardon, il y a des coûts à supporter. Il y a des chambres d'hôtel à payer, un staff à faire venir. Moi, c'est une entreprise, bien sûr. Et donc, par conséquent, faut se dire, OK, comment on couvre les frais? Ben, ceux qui ont la possibilité de payer le font, et ils ne le regrettent jamais. Pourquoi? Parce qu'à la fin des comptes, on a des retours, on a des courriels, on a des emails, et ce qu'on voit, c'est que les gens, juste pour l'expérience, vous vous rendez compte, il y a des coachs professionnels, des anciens joueurs pros, mais des vrais, pas des petits garçons, qui sont sur le bord du terrain, qui vous regardent 24/7, pardon, en tout cas, façon de parler dans le temps des essais. Ils ont les yeux rivés sur vous. Je me souviens de ce professionnel, c'était l'année dernière. Il regarde les joueurs jouer, il va se reconnaître, hein. Et je viens de lui parler pour lui poser une question. On commence à développer, je développe trop ma question. Il me dit, Jérémy, vas-y, les joueurs là, ils sont venus. Puis on leur donne du respect, laisse-moi me focusser. Je lui ai pris 30 secondes, hein, mais il était focusé sur les joueurs. J'ai dit, je respecte ça. Vas-y, on en parle après. En fait, des professionnels dédiés pour vous dire comment vous développer. J'ai vu des jeunes joueurs aller voir ces professionnels, aller voir Mathieu, d'autres, leur poser des questions sur leur jeu. La réponse est toujours chirurgicale. Donc, ils ne le regrettent jamais. Mais oui, il faut faire l'équilibre pour pouvoir s'assurer qu'il y a une continuité. Mon rêve, et ça va arriver, mais aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a l'argent qu'on va le jeter par les fenêtres, mais mon rêve, c'est au bout d'un moment, lorsque il y ait 2, 3, 4 transferts qui soient réalisés avec les joueurs issus du camp, parce qu'on alloue les recettes directement au projet avec lequel on a eu les dépenses. Donc, lorsqu'on a des recettes avec les camps, on va dire, voilà, tel camp de telle ville, c'est par exemple l'édition de tel joueur qui a été transféré, on va être prophétique. L'édition Ilian Beloui, et donc là, on va dire, c'est gratuit pour tout le monde. Ça, c'est notre rêve. Je te pose une question, parce que plus que j'ai réfléchi en t'écoutant parler, est-ce que l'avenir de ces différents camps-là est davantage dans l'entreprise privée? Et je m'explique un peu. Souvent, on a vu des associations de foot tenter des approches de la sorte, mais peut-être qu'il manque un petit peu cet esprit entrepreneurial, le couteau entre les dents, le fait de vouloir commencer et lancer un camp en 45 jours. C'est des choses que, des fois, dans peut-être une approche un petit peu plus ancienne, on voit ça de manière quasiment impossible. Et là, toi, tu arrives, parce que là, tu le fais à Montréal, tu le fais partout aux États-Unis, tu es capable, avec tes différents contacts, d'amener des clubs partout en Europe qui sont capables de faire de la détection pendant les différents camps. Ça sent l'entreprise privée, ça sent la start-up, pardonnez-moi l'anglicisme aussi. Est-ce que c'est ça un peu peut-être qui manquait? C'est d'arriver vraiment avec cet esprit très entrepreneurial, amené au foot, de dire on va faire les choses rapidement, on va faire les choses bien, intelligemment. Parce que là, je regardais, au-delà des tests, corrige-moi si je me trompe, il y a des tests athlétiques, vous faites des évaluations psychologiques. Les gens ont accès à l'application Hive Skills. Exactement. Pour analyser un petit peu tout ce qui se déroule. Donc ça, c'est des choses que vous amenez, que vous avez la liberté de faire en étant indépendant, en étant une entreprise privée. Est-ce qu'il y a peut-être là un petit peu l'avenir? Tu as totalement raison. En fait, c'est l'imbrication des différentes compétences. C'est un mariage. Lorsqu'on a un couple qui se trouve bien, avec une complémentarité, c'est un succès dans le mariage, c'est même un succès dans la vie. C'est statistique, hein. Donc, globalement, c'est le partenariat, c'est le mariage de compétences qui fait la différence. Et oui, parfois, dans ce mariage de compétences, s'il y a des éléments externes bloquants qui légifèrent les relations, ça peut poser problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, dans les associations, dans les organisations, dans les fédérations, il y a des très bons côtés, puis aussi parfois de moins bons côtés qui peuvent freiner l'entrepreneuriat.
On peut faire l'analogie entre une agence gouvernementale et une entreprise privée. Moi, j'ai vécu à Voxen Telecom, avec Bousma.com aussi. On est une voiture de course. J'ai un board, j'ai une équipe, j'ai des dirigeants, mais lorsque je donne le go, globalement, on est une voiture de course, on met l'essence dans le véhicule et on fonce. Dans une agence gouvernementale, dans un gouvernement, c'est beaucoup plus complexe. C'est par vote. Il y a des processus, il y a des processus partout, même dans l'entreprise privée, mais beaucoup plus lent, beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus restrictif. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Puis surtout, faut pas croire que c'est facile. 45 jours, on y est allé. Tout le monde, une grosse partie de mon équipe, en tout cas, était dessus. Fallait faire le site en 1 semaine et demie. C'est court. J'ai mis les développeurs dessus, mes développeurs internes. J'ai sorti des allocations une de mes entreprises. Je leur ai dit, vous faites ça pendant tant de temps. Ils l'ont fait. Ils me l'ont livré. Et donc, globalement, c'est pas simple parce qu'il faut prendre les enregistrements. Les gens pensent que c'est simple. Il faut prendre les systèmes de paiement. Il faut s'assurer qu'il y a la fiche du joueur avec l'analyse. Lorsque le scout ou le coach tape le nom du joueur, il faut qu'il voit, comment dirais-je, qui il est, dans quel club il joue, quelle est sa taille, il y a des éléments. Et donc, oui, il y a ce mariage de compétences qui fait la différence. Et oui, si jamais on avait dû attendre l'accord, admettons qu'on avait fait ça avec des partenariats de grandes organisations, on l'aurait jamais fait. Donc, intéressant. Et bon, je vais avoir la chance de lui parler un petit peu tout à l'heure, de lui poser la question, mais Mathieu, il en a pensé quoi des talents à Montréal? Oh, tu vas lui poser la question. Il a kiffé. Tu sais, très exigeant, très exigeant. Si c'est nul, on prend pas. Nul, qu'est-ce que ça veut dire? On peut être nul dans un domaine et pas dans l'autre. Mais là, on parle il y a des gens pour qui le foot, c'est pas pour eux. Si jamais ils n'avaient pas vu le potentiel montréalais, parce qu'on parle de ça pour ce premier camp, en 2024, ils seraient pas revenus. Et par la suite, dans les autres villes américaines? Oui, absolument. On a fait New York, talent aussi. Différent. Tu sens que la demande, il y a un intérêt tout de même dans ces autres villes également? L'intérêt est incroyable. Alors, faut comprendre la logique nord-américaine. Pour jouer au foot, pour jouer au soccer, aux États-Unis, il faut payer. En moyenne, entre 5 et 10 000 balles par année. Je répète. Pour les Français qui nous écoutent, les Québécois, 5 à 10 000 balles par année. Entre les frais d'inscription, l'équipement, le voyagement, etc., c'est 5 000. Et en termes d'organisation de ligues, ça n'a rien à voir. Il y a des ligues très, très localisées, avec l'Est, l'Ouest, qui se rencontrent parfois, pas toujours. Et donc, un club, une équipe locale américaine reste une entreprise. Eux, par contre, ils ont une vision très capitaliste. Ouais. Ce qui fait que le développement tactique, technique, n'est pas encore forcément là. Et je le dis avec tout le respect de mes compatriotes américains, qui aiment le foot, qui aiment le soccer. Il y a un développement à faire ici. Et ça, tous les spécialistes du foot qui viennent le voient. Par contre, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des choses qui se mettent en place, mais qui a réussi réellement à mettre ce pont-là, à réussir à le faire? Très peu. Donc, oui, il y a une demande énorme. Je vais te donner un exemple. On est à New York, les gens nous demandaient de rester plus longtemps. On reçoit des courriels encore aujourd'hui. Quand est-ce la prochaine session de PPS? C'est l'abréviation, Student Play Soccer. Donc, quand est-ce que vous revenez? Ils veulent qu'on revienne en Floride cet hiver. Est-ce qu'on va le faire? On fait pas les choses à moitié. Donc, si on revient, c'est pour tout cartonner. J'ai l'habitude de dire que cartonner, c'est faire le maximum de choses en un minimum de temps et les faire bien. Mais on veut faire bien les choses. Les faire vite et mal, c'est pas bon. Donc, est-ce qu'il y a une demande? 200%. Est-ce qu'on va répondre à la demande en totalité dès l'année 2025? Peut-être pas. Et par la suite, comment s'installe cette mécanique du moment que vous êtes capable d'entourer un joueur, de l'amener en Europe? Est-ce que Liane, comme tu le mentionnais, fait partie maintenant de ton agence? Est-ce que tu es leader? 100%. Bien sûr. Donc, la mécanique, c'est détection et ultimement fait partie un petit peu de la... Absolument, avec le choix. C'est le choix de la famille, c'est le choix du joueur. Mais généralement, c'est un choix qui tombe sous le sens, mais ils sont libres. Et donc, aujourd'hui, comme je disais, c'est les résultats qui parlent. Lorsqu'on mange un bon gâteau,
Moi, j'évite de manger du sucre. En fait, je mange pas de sucre, c'est vrai ça, mais on va parler d'un bon café. Lorsqu'on boit un bon café, sans sucre, on sent correctement le goût du café, on le reprend, on se resserre. C'est comme une bonne tasse de café. Quand on voit le résultat, les gens, généralement, ils n'hésitent pas, ils y vont. Donc, c'est littéralement une relation gagnant-gagnant-gagnant. Mathieu et d'autres personnes sont capables de faire un petit peu de détection. Toi, tu es capable d'augmenter le bassin de joueurs qui va s'intégrer dans ton agence. Et bien entendu, pour le joueur, le dernier à considérer ici, eh bien là, littéralement, il y a une possibilité peut-être de se faire détecter par plusieurs clubs en Europe pour un coût qui est quasiment ridicule. Et c'est un écosystème qui fonctionne très bien. Quand c'est gagnant-gagnant, comme tu le dis, Antoine, pourquoi dire non? Alors, quand c'est gagnant-gagnant et que ça marche trop bien, les gens vont se poser une question. Où est le loup? Parfois, il n'y a pas de loup. Parfois, ça cartonne et c'est tout. Et parfois, il faut applaudir. Et je pense que là, les gens sont rendus là. Ils sont en train de se dire, c'était pour de vrai. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui veulent en savoir un petit peu plus, Precision Play Soccer, les inscriptions sont toujours ouvertes. Toujours ouvertes, en tout temps. Déjà, la prochaine session, la saison 2026, les inscriptions vont s'ouvrir en septembre, fin août, début septembre. Et globalement, c'est toujours ouvert l'année longue. On s'est aperçu, anecdote, que même sans ouvrir les inscriptions, parce que les formulaires sont toujours en ligne, il y avait, écoute-moi bien, on a été étonné de voir ça, on s'en est rendu compte en avril de cette année 2025. Lorsqu'on a réouvert les inscriptions pour le camp de l'été 2025, qu'entre septembre et avril 2025, plus de 500 joueurs s'étaient inscrits spontanément. 500. On s'est dit, mais attends, mais d'où ça vient? Vous faites du marketing ou pas? Des 200%. Attends, marketing, Antoine, on est des champions. Si jamais tu appuies sur le bouton, ça faut le savoir. Boost.com, si tu veux voir les publicités de PPS ou d'autres, dans une zone géographique qu'on a décidé, on va prendre l'exemple de New York, et que tu aimes le foot, tu aimes le soccer, tu vas te lever le matin, pardonne-moi, sur le bol de toilette, tu vas voir les publicités de PPS et tu vas voir la face de Jérémy Pastel. Là, c'est clair. Tu aimes ou tu n'aimes pas. T'aimes pas, t'éteins ton téléphone. Ouais. Donc, littéralement, la demande est là. Les joueurs s'inscrivent déjà. 500 joueurs sur des listes d'attente. Ça, c'est exceptionnel. Ouvrons un peu la discussion sur ce qu'un joueur représente en 2025 dans un environnement un petit peu plus global. Je m'explique. Je te ramène 20 ou 30 ans en arrière. Un joueur arrive avec un club, signe un contrat. On lui pose pas la question sur ses droits d'image. Ça appartient au club. Gagne un salaire. Et bon, au final, ça se termine un petit peu comme ça. À la fin de son contrat, il peut renouveler, il peut aller voir ailleurs. Donc, la dynamique est assez simple à comprendre. On est en 2025 maintenant. Argumentablement, des fois, le joueur est plus grand que le club. On peut regarder des joueurs dans le monde en ce moment, ils ont un plus gros following que la plupart des clubs. Ils sont capables, avec une publication Instagram, une story Instagram, de littéralement amener plus de visibilité à une équipe que ce que l'équipe aurait été capable de faire pendant un an de temps. Tu es un agent, tu es quelqu'un du monde des affaires, tu es quelqu'un du marketing aussi. Dans une dynamique de négociation ou même dans une dynamique de discussion avec un joueur, où s'installe cette création de personal brand? Où s'installe cette création de médias? Est-ce que c'est au début de la carrière? Est-ce qu'on en parle déjà? Est-ce que c'est un petit peu plus tard? Parce que, et tu vois, je termine juste là-dessus. Il y a à peu près 2 ans de cela, j'ai eu une très bonne discussion avec une agente de joueuse de baseball aux États-Unis. Intéressant. Et il me disait que maintenant, les négociations au niveau des social media, des différents joueurs font partie intégrante 200%. Des discussions avec les clients. Comment ça s'intègre pour un joueur de foot? OK. Une question extrêmement riche que tu me poses et une question extrêmement importante. Pourquoi? Parce que beaucoup d'équipes sont en retard par rapport à cette réalité. T'as dit un premier élément que j'ai noté, c'est que aujourd'hui, certains joueurs sont plus influents que certaines équipes. Tu as raison. Par contre, la compréhension de ce joueur-là doit être extrêmement équilibrée. Parce que c'est un échange. Tout à l'heure, tu as parlé d'équilibre. Tu as parlé même de gagnant-gagnant. Et moi, j'ai parlé de symbiose, de mariage. Le joueur doit comprendre que si jamais il apporte une image, c'est qu'il va recevoir une compensation pour cette image qu'il apporte. Et souvent, dans une négociation, j'ai l'habitude de dire que il faut l'équilibre pour arriver à un deal potentiel. En tout cas, il faut l'apparence de l'équilibre. Il ne faut pas avoir l'impression que parce que je suis X ou Y, que j'arrive avec cette image-là,
que toutes les portes me seront ouvertes. C'est pas vrai. Il y avait un jour qui m'a dit, Jérémy, quand même, un joueur comme moi. Et un joueur comme toi. Aujourd'hui, il y a toujours plus grand que soi. Et si jamais, comment dirais-je, le club comprend que lui, il va donner de l'argent, et toi, tu dois comprendre que c'est parce que tu as une image, mais aussi que tu reçois de l'argent pour cette image. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, donc cet équilibre à avoir au niveau de sa compréhension d'échange, de ce qu'on met sur la table dans une négociation. Deux, oui, aujourd'hui, un club, lorsqu'il attire une vedette, il attire pour deux choses. Un joueur de foot, il y a différents statuts de vedettariat. Il attire pour un, parce qu'il sait jouer au foot et qu'il veut gagner des matchs. Si tu joues au foot et que tu gagnes pas des matchs, il y a des problèmes. Puis deux, parce que tu veux aussi vendre des maillots et vendre des places. Et aujourd'hui, il y a des transferts qui sont rentabilisés dès les premières 24 heures. Parce que il y a eu une explosion des ventes de maillots. Il y a des matchs qui seront... Moi, je vais à un match ce week-end, c'est blindé. Les tickets même augmentent de prix de manière drastique. Je me souviens à Los Angeles, à la maison, lorsque Messi est arrivé dans le championnat de MLS, les prix étaient passés du simple même pas au double, c'était 10 fois plus cher. Il passe à 450 balles, 1000 balles, etc. Donc en fait, certains transferts sont rentabilisés dès le début, et ça, les clubs le comprennent. Donc oui, ça rentre en ligne de compte. Et la question que tu me poses, c'est à quel moment ça rentre en considération lorsque je signe un joueur? La réponse est tout de suite. Mais tout de suite, à quel niveau? Dans la planification. Il y a des joueurs qui doivent comprendre qu'ils ne sont pas encore des restars. Ils ne sont pas encore des célébrités. Et par conséquent, même si tu as le statut de célébrité, même si tu te comportes comme une célébrité parce que tu dois te mettre dans le mindset de la célébrité, c'est aussi bon. Tu n'as pas encore ce statut-là pour faire des actions qui vont te porter préjudice sur le côté sportif. Un coach, un directeur sportif, je pense, n'apprécierait pas que tu sois sans arrêt en train de faire des podcasts, des vidéos, des selfies, alors que sur le terrain, tu es encore en développement. Et même des sportifs de très haut niveau, qu'on respecte tous, Cristiano Ronaldo, donnent le 300% encore sur le terrain, longévité incroyable, le respect qu'on a tous pour lui. Et de l'autre côté, il développe toutes ses marques, sa marque. On le disait tout à l'heure, c'est une entreprise lui-même, mais toujours avec un équilibre formidable. Donc, il faut cet équilibre-là. On en parle dès le début. On développe la marque personnelle dès le début, mais avec stratégie pour ne pas que ça empiète sur le côté sportif. Deux points très intéressants. Deux points qui s'ouvrent, je trouve, ici, qui méritent d'être discutés. Premier point, sans rentrer dans le concret, dans le détail, mais juste de manière plus globale. Est-ce que ça a un impact sur, ultimement, une négociation, un salaire que tu es capable de dénicher pour un joueur? 200%. Sur les gros joueurs, tout à fait. Quand je dis gros joueurs, c'est les joueurs déjà établis, qui ont une réussite et qui sont voulus. Alors attention, il y a le marché pré-Covid, il y a le marché post-Covid. Ouais. C'est plus les mêmes chiffres, c'est plus la même façon de voir les choses. Et puis économiquement, les clubs sont beaucoup plus prudents. Maintenant, lorsqu'on veut un joueur, on veut un joueur. Puis tu sais comment ça fonctionne. Hein. Ils ont les clubs, ils ont des listes. Ils ont sur certaines positions, sur toutes les positions d'ailleurs, ils ont un premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. Si t'es le premier choix et qu'ils veulent te closer très vite, c'est en début de mercato, faut qu'ils le fassent vite et ils sont prêts à mettre des choses sur la table qu'ils mettront pas sur le choix numéro 4 en fin de mercato. Donc, globalement, l'idée, c'est, d'utiliser ça en fonction de la négociation. Alors, dépendamment des joueurs, tu peux aller plus ou moins loin. J'ai été impliqué sur d'autres gros transferts, où tu peux négocier plus en fonction de ce que le joueur veut faire. Parfois, le joueur, il veut pas y aller. Et donc, là, ils sont capables de déployer plus de moyens. Et là, oui, tu peux utiliser son image et tout ce qui va avec pour pouvoir aller plus loin. Alors, il y a des dossiers après qui sont des dossiers uniques où tu as des joueurs comme Messi qui vont négocier des franchises, d'après les informations que j'ai après, pour avoir une équipe de MLS qui est très difficile à avoir. Ils ont une participation, comment dirais-je, sur certains droits au niveau de Apple TV pour les diffusions des matchs de MLS. Donc, il y a des réalités qui se passent qui font que tu peux aller chercher plus. Mais ça, c'est des cas uniques. Mais oui, ça rentre en ligne de compte. Le club n'est pas aussi naïf pour ne pas considérer ça. Maintenant. Certains championnats, qui selon moi devraient considérer plus cela, ils ont une mauvaise compréhension. En tout cas, ils n'ont pas une utilisation
NBA de basketball américain. Ils n'ont pas une utilisation, une compréhension NBA du marketing. Ils devraient avoir cette approche beaucoup plus marketing pour pouvoir optimiser leurs revenus. Ils l'ont pas encore. Mais je trouve que le meilleur exemple à ça, c'est la Kings League. Le nouveau style de foot qui se joue, qui a été lancé par Gérard Piquet, où est-ce qu'ils ont fait des partenariats très rapidement avec des streamers. Littéralement, l'année dernière, il était capable, il y a à peu près 2 ans de cela, de remplir le Camp Nou à Barcelone. 100%. Donc, c'est juste de comprendre qu'un média, en 2025, part plus souvent qu'autrement d'une célébrité, d'une star, d'une personne reconnue publiquement. Exact. Et quand on est sur un terrain de foot, on a tous les projecteurs sur nous, donc on est connu, on se bâtit une audience, et cette audience-là, pour beaucoup de clubs, pour beaucoup de ligues, a une valeur exceptionnelle. Et ça m'amène à mon deuxième point que je vais te poser comme question. Est-ce qu'on ne rentre pas en ce moment dans un contexte d'agence de joueurs 2.0? C'est-à-dire que, bien entendu, tu es là pour négocier, pour avoir les connexions avec le Havre, pour parler avec différents clubs, mais ton travail fait également partie de bâtir leur présence médias sociaux, et ça dès un très jeune âge. De 200%. En fait, la communication en ligne redéfinit la célébrité. Aujourd'hui, tu as certains streamers, certains influenceurs, comme on les appelle. J'aime pas ce terme parce que ça devient des entrepreneurs pour la plupart. Certains Américains qui font plus d'argent que les plus grosses stars américaines de NBA. Donc, ou autant. Donc, globalement, on voit bien que ça redéfinit le marché au niveau de la communication. Aujourd'hui, même dans l'entrepreneuriat, l'entreprise, si t'es pas en ligne, si t'es pas sur les médias sociaux, tu perds des leads. Il y a une stratégie, c'est ce qu'on développe à Boost My Com. Hein. J'ai développé une stratégie en 7 points de communication. Entre l'établissement de la stratégie de marketing de l'image de la personne physico-morale, donc de l'entreprise ou du joueur ou de la personnalité publique. Et donc, entre le moment où on établit la stratégie et la génération d'un deal. Et il y a 7 étapes entre ces 2 étapes-là, la première et la dernière, qu'il faut mettre en place pour réussir. Et donc, c'est cette stratégie-là qu'on met en place pour les athlètes, parce qu'aujourd'hui, elle est indispensable. Parfois, la première étape, elle est un peu plus longue quand c'est un joueur qui débute. La deuxième aussi, pour créer le contenu, etc., etc. Mais elle est indispensable. Ça redéfinit la façon dont on voit les affaires. Alors, le travail de base de négociation, il va toujours exister. Le travail de connexion, il va exister. Certains disent qu'aujourd'hui, les applications qu'on connaît aujourd'hui vont remplacer les agences. Pas vrai. Il y aura toujours une relation. Il y aura toujours un coup de téléphone qui va dire prends-le, fais-moi confiance. Parce que ce relationnel-là, cette analyse dont on a parlé tantôt, de la mentalité de joueur, l'entourage, etc., ils vont toujours se renseigner. Un club se renseigne, comment il se comporte, etc. Donc ça, c'est pas une application qui va te le dire. Ça sera pas marqué. Attention, score de comportement 10 sur 20. Non, c'est pas vrai. Donc globalement, là, il y aura toujours les relations. Mais il y a tous les aspects marketing autour qui vont se développer. On voit bien que les anciens joueurs de foot, pour certains, ont pris du retard au niveau de la communication en ligne. Ils essaient de rattraper. Et ils essaient de la rattraper parfois avec une mentalité de 1990. Ça ne marche pas. Il faut se mettre au goût du jour. Nous, ce qu'on fait, parce qu'on le développe, c'est qu'on est toujours au goût du jour et on est parfois même souvent en avance pour se dire qu'est-ce qui va se passer demain. Il y a des joueurs aujourd'hui qui sont suffisamment avant-gardistes. Alors attention, il faut l'équilibre toujours, qui font des émissions maintenant, qui deviennent eux-mêmes podcasteurs, qui sont eux-mêmes en train de jouer sur Twitch à la play, au foot, sur leur propre équipe, avec leurs propres joueurs, dans les équipes en question, avec d'autres compétiteurs. C'est une nouvelle communication. Et ce que je trouve donc intéressant là-dedans, c'est qu'on parle un petit peu du fléau, des joueurs qui prennent leur retraite, qui malheureusement deviennent ruinés très rapidement. J'aurais tendance à croire que si un joueur dès aujourd'hui, qui va avoir une belle carrière, bâtit sa présence en ligne au bon moment, et qu'à la fin de sa carrière, on donne un chiffre à 1 million de followers ou 2 millions de followers. C'est un actif exceptionnel pour le reste de ta vie. C'est une retraite. C'est une retraite. Et c'est ce que j'essayais un petit peu d'expliquer. J'ai l'impression que vous êtes bon là-dedans pour l'expliquer aux joueurs. C'est que au-delà de faire un placement immobilier, au-delà de faire un placement sur le marché boursier, bâtir votre personal brand dès aujourd'hui va être ce qui va faire en sorte qu'à la fin de votre carrière, vous allez pouvoir continuer à avoir des contrats de sponsoring, d'être influent. Parce que il y a beaucoup de grands joueurs qui, s'ils avaient fait ça, ou peut-être que c'était juste la mauvaise époque, mais qui se retrouvent
et qui sont inconnus à la fin de leur carrière. Sans capital. Et l'enjeu, c'est que cette audience, tu dois la bâtir quand les projecteurs sont sur toi. 200%. En fait, tu peux essayer de faire du rattrapage après, mais c'est toujours plus difficile. J'étais dans une réunion il y a une semaine avec une grosse agence partenaire. Et donc, il me disait, Jérémy, ce que tu fais au niveau marketing, on ne sait pas le faire. On pourrait investir et le faire. Comment on fait un partenariat? Parce qu'en fait, ils veulent développer la même chose pour leurs joueurs. Et j'ai dit, mais est-ce que le joueur aujourd'hui, parce que c'est une problématique, Antoine, comprend qu'il doit investir dans son image personnelle, dans le développement de sa marque? En fait, en marketing, que ça soit les entreprises, un peu moins avec les entreprises, mais beaucoup avec les personnalités, on fait face à un mur qui s'appelle le goût. Le goût. J'aime ou j'aime pas. En business, là, c'est pas j'aime ou j'aime pas. C'est ce qui fonctionne. En marketing, c'est quoi? C'est présenter un produit à une cible et le présenter de la meilleure façon pour que ça parle à la cible. Il n'y a pas une question de goût. Aujourd'hui, comme mon équipe à moi me dit, Jérémy, ça marche pas, je ferme ma bouche et on l'exécute au niveau marketing. Parce que ça fonctionne. Et donc, le goût freine beaucoup de personnalités parce qu'ici, j'aime pas ça. C'est pas une question que j'aime pas. Qu'est-ce qui fonctionne avec ta personnalité? Aujourd'hui, dans le marketing en ligne, il y a ce qu'on appelle le pour de vrai. Tous les internautes, nous tous, on sait lire quand c'est faux. On sait lire quand c'est fake. On sait lire quand c'est pour de faux. Et ils ne veulent plus acheter ça, ils veulent du pour de vrai. On dit aux joueurs, on dit à l'athlète, on va te brander de telle façon parce que c'est qui tu es. N'essaie pas d'être quelqu'un que tu n'es pas, ça ne marchera pas, ça va se voir. Donc, dès que l'athlète a passé ce cap-là et qu'il comprend cela, c'est pas facile, hein. Mais dès qu'il a compris ça, on a une machine de guerre. Et comment qu'on construit ce brand-là? Et bien entendu, il va y avoir des choses qui vont être propres à chaque joueur. Il y a le goût qui s'installe. Mais on parle à des fans de foot aujourd'hui. Il y a des joueurs qui nous écoutent et qui n'auront peut-être pas la chance de travailler avec ton agence. Mais comment peux-tu, en tant que joueur qui, tranquillement, a une carrière devant lui, commencer à bâtir le tout? Est-ce que c'est simplement en commençant avec peut-être des petits clips du match? Est-ce que c'est de choisir une plateforme spécifique? Comment, disons, à 30 000 pieds dans les airs, conseillerais-tu un joueur qui nous écoute aujourd'hui qui veut commencer à bâtir ce brand en ligne? Premier élément. Une phrase que je répète systématiquement. Si t'es pas vu, tu vends pas. Certains vont dire, j'ai rien à vendre. Je ne vends pas. C'est faux. Ça, c'est de l'ego. Tout le monde vend quelque chose. On vend à sa femme, on vend à ses enfants, on vend à son voisin, on vend tout, on vend une image. Lorsque on s'habille le matin, on vend une apparence. En fait, qu'est-ce que tu vends? Mais si t'es pas vu, tu vendras pas. Tu peux avoir le plus beau costume. Si t'es dans la salle de bain, personne ne te verra, personne ne saura que t'es bien habillé. Alors, ils vont dire, ah ouais, je le fais pour moi. Très bien, fais-le pour toi. Mais à la fin de la journée, quel capital ça va te rapporter? Donc, si t'es pas vu, tu vends pas. Premier élément, faut que tu sois vu. Tu l'as dit tantôt, c'est pas à ta retraite que tu vas commencer à faire ça. Tu peux. C'est jamais trop tard, mais c'est pas optimal. Donc, premier élément, ce qu'on lui dit, c'est faut que tu commences à être vu. Il faut que tu commences à être vu. Peut-être bien, peut-être moins bien. Il y a une stratégie qui est formidable pour les athlètes, c'est d'être bon. C'est quoi être bon? Oui, t'es bon sur le terrain, t'es bon dans ta mentalité, t'es bon dans ta façon de gérer tes affaires en dehors du terrain. Mais il y a une autre stratégie qui fonctionne, c'est d'être con. Il y en a que deux. Si t'es très très con, très drôle, très parfois bête, ridicule, idiot, méchant, ça fonctionne aussi en marketing parce qu'on parle en bien ou en mal de toi, les gens te verront à la fin de la journée, c'est qu'est-ce que tu vas leur proposer, qu'est-ce que tu vas vendre. Il y a des anciens joueurs qui ont décidé d'être très très cons. Je ne vais pas citer de nom, mais qui font les pitres sur les médias sociaux. Mais ils ont réussi, après leur carrière, à augmenter leur following en faisant les cons. Ça marche aussi. Donc en fait, je lui dis deux choses. Un, il faut que tu sois vu. Deux, tu vas être bon ou con. Généralement, si c'est un athlète en action, je lui dis sois bon. Un entrepreneur, il faut être bon. Ah oui, tu vas pas être con à mettre les sociétés en banqueroute et encore, ça pourrait fonctionner. Et donc, dès qu'il a compris ces deux éléments-là, là, on observe, c'est ce qu'on fait, on appelle ça une analyse de personnalité. On analyse la personnalité. Et là, mon équipe et moi-même, on dit, voilà comment on va te brander. Avec le résultat qu'on aura eu. Et là, on commence à bâtir le contenu, la cédule, le programme et tout ce qui va avec. Et vous le faites avec des joueurs de foot? Bien sûr. Bien sûr. On le fait avec des joueurs de foot, encore une fois, avec un certain niveau. Je vais te citer un joueur.
Sékou Doucouré, il était, comment dirais-je, en réserve l'année dernière. Il a fait ses premiers matchs de Ligue 1 la saison dernière. Il est dans l'équipe première maintenant. On commence tout doucement à faire de la communication en annonçant les matchs, les images d'entraînement. Et au fur et à mesure, il va intensifier sa communication. On va l'intensifier. Et ça doit être corrélé avec les résultats footballistiques. Et je pense que c'est important que les joueurs comprennent la construction d'un actif média. En 2025 et pour encore plusieurs années, on va le dire ainsi, vous êtes un média. 200%. Une entreprise, tu l'as dit tantôt. Exactement. Vous êtes un média, vous êtes une entreprise et c'est tellement plus simple de juste le commencer ainsi tranquillement et de travailler par la suite avec la magie des effets composés et faire en sorte que vous soyez bon sur le terrain. La magie des effets composés, exactement. Très bien dit. Ouais. Et de le faire à chaque jour parce que dans 10, 15, 20 ans, et j'ai la chance ou la malchance, on pourrait le dire ainsi, de le voir en ce moment sur le podcast et de parler avec plusieurs retraités qui ont eu des grandes carrières et que tu le vois un petit peu dans leurs yeux, cette tristesse de ne plus être aux premières loges de ce qui se déroule. Et quand tu as une audience, quand tu continues à être vu, comme tu l'as mentionné, après ta retraite, tu peux continuer à être influent, tu peux continuer à gérer de l'argent. C'est clair. C'est clair. Et c'est aussi important que les investissements immobiliers, qu'investir dans le stock market, que d'investir dans ta famille, d'investir dans ton propre corps parce que c'est ton outil de travail pour un athlète, même pour un entrepreneur, mais l'image est capitale. Où votre travail commence et où se termine-t-il? Tu as parlé d'entretien de corps. Donc, bien entendu, on veut s'assurer qu'il soit capable de bien manger, de bien dormir, etc. Tu as parlé également que peut-être certains directeurs sportifs ou clubs vont pas tellement aimer ça qu'un joueur X aille faire un podcast ou faire des contenus. Où votre rôle s'intègre et se termine en termes de conseils? Quand je dis qu'ils vont pas forcément aimer ça, si ça prend le pas sur le sportif. Ouais. À la fin de la journée, tu as un employé, tu es payé pour performer sur le terrain. Bien sûr. C'est dans ce sens-là. Mais comment est-ce que ça s'arrête? On a brossé pas mal d'éléments. Parfois, on essaie de m'impliquer dans d'autres sphères, beaucoup plus personnelles. Il y a des joueurs qui essaient de t'impliquer dans des sphères beaucoup plus personnelles, ce que j'accepte. Mais comme je dis souvent, je suis pas le parent. Ça, c'est un. Deux, je suis pas là. C'est déjà arrivé pour régler les conflits familiaux. Parfois, ça arrive parce que les conflits familiaux, parfois, deviennent des conflits d'affaires parce qu'il y a des contrats qui sont sur la table. Parfois. Donc là, il faut les gérer. Mais ouais, parfois, ça rend très professionnel et puis on essaie d'éliminer, c'est pas facile, hein, dans un monde sportif, dans une industrie sportive comme ça où le sentiment est très présent. Bah oui, parce que quand il y a un but qui est marqué, c'est l'émotion, tout ça. Parfois, on essaie de garder ça extrêmement tangible pour éviter de tomber dans des travers malheureux. Mais oui, tous les éléments principaux ont été cités de ce qu'on brosse au niveau du joueur. Donc, c'est un encadrement 360. Total. T'es obligé. Donc, on a parlé beaucoup pendant le podcast de la dynamique entre le monde des affaires, le foot. Une dynamique également que j'aimerais intégrer, c'est le volet tech. J'ai parlé avec beaucoup de coachs, beaucoup de directeurs sportifs et ils montraient à quel point que les entraînements avaient changé. On est capable de calculer tous les efforts qu'un joueur va être capable de faire sur le terrain. Et je pense que ça s'applique également à vous, ce que vous mettez en place. Je faisais des recherches un peu sur Hive Skills. Comment la technologie, sur certains aspects, s'intègre dans votre manière d'opérer au quotidien? Écoute, parlons de Skills. Ouais, on s'assure, au début de chaque détection, de faire un test. C'est sous forme de questionnaire, avec la version courte entre 20 et 30 minutes, la version longue jusqu'à 1 heure, pour avoir le profil psychologique du joueur. On veut savoir qui il est, comment l'aider pour savoir si jamais il correspond au profil du haut niveau. Et donc, on va essayer de le corréler, le résultat du test, avec ce qu'on va voir sur le terrain. Et ça nous aide à prendre des décisions. Donc, c'est un test qui est utilisé dans des équipes aujourd'hui pro, dont on est partenaire avec, comment dirais-je, Johan Moget, qui est le fondateur, qui est aux États-Unis. Et donc, il est partenaire avec nous dans PPS. Et donc, on distribue gratuitement ce test à tous les participants. Ils repartent avec, ça peut les aider également dans leur développement avec leur équipe, pour savoir qui ils sont et on leur dit sur quoi travailler. Alors après, on peut aller plus loin, avec des psychologues du sport qui discutent avec eux et qui font du coaching mental. Parce qu'aujourd'hui, le côté sportif, on en a parlé,
le côté comportemental, mais aussi du coaching mental, il faut manager, excusez-moi l'anglicisme des Québécois, pour pouvoir faire en sorte que le joueur soit au meilleur de sa capacité de réussite. Et donc parfois ça prend un petit déblocage, ça prend des petites sessions pour faire passer au prochain niveau. J'avais un joueur qui lui avait sans arrêt des problèmes avec les coachs. Il avait vécu un problème avec un coach, et dès que il avait un nouveau coach, il, selon lui, revivait sa même situation. Je lui dis non, là c'est toi qui es en train de bloquer. On a dû faire un travail psychologique pour qu'il se débloque, parce que ça a affecté ses performances. Et donc, si on est capable d'aller prendre des formations ici, est-ce qu'il y a autre chose que vous mettez un petit peu en place pour bien... 200%, en fait, dans toute l'interface technique de PPS, on a les stats des joueurs. Tu as parlé tout à l'heure des tests physiques, comment ils ont performé, et on les améliore au fur et à mesure des éditions. L'interface a évolué entre l'édition 2024 et celle de 2025. Elle évoluera encore en 2026 parce qu'on voit ce qu'on peut encore améliorer. Après, on utilise des outils standards lorsqu'ils sont disponibles. Il y a des outils qu'on connaît, Wisecout, etc., lorsque les joueurs sont listés sur ces plateformes. J'aimerais ouvrir un peu une parenthèse avec toi. Il y a beaucoup d'effervescence en ce moment qui est en train de se dérouler en Amérique concernant le foot. On a simplement à se rappeler qu'en 2026, il va y avoir la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Au Mexique également, ne pas l'oublier, effectivement. Comment vois-tu un peu le foot évoluer? C'est-à-dire que là, vous avez vu votre deuxième édition, vous avez commencé en 2024, vous êtes en 2025, tu vis là-bas, tu es capable de sentir le foot. Il y a eu bien entendu l'avènement Messi qui s'est déroulé en 2023, qui a changé beaucoup la donne en Amérique. Est-ce que tranquillement, on s'approche d'un niveau un petit peu comme en Europe? Oui. En fait, plusieurs éléments par rapport à la MLS. Tu as la MLS, tu as la USL, tu as plusieurs ligues aux États-Unis. La MLS aujourd'hui ne fait qu'augmenter, ne fait qu'évoluer positivement. On a beaucoup de joueurs majeurs qui vont jouer en MLS, certains qui sont en retraite, d'autres qui ne le sont pas forcément. On voit Ibrahimovic qui est allé à Los Angeles, qui est revenu après en Europe. Ça se passe de plus en plus. Il y a des aujourd'hui passerelles entre la MLS et les clubs, les ligues européennes, et dans les deux sens. Ce qui fait que on voit bien que le niveau de la MLS a augmenté. Ça reste une ligue fermée, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais aujourd'hui, lorsque tu prends les valeurs de certains clubs, puisque on parlait de Montréal tantôt, je crois que l'évaluation de Montréal, même propriétaire, l'évaluation du club, c'est autour de un demi-milliard. Ouais, à peu près. À peu près. L'évaluation de Bologne, même club, je crois que c'est environ 100 millions. Si mes chiffres sont bons. Ce qui fait que on voit bien que en termes de valeur d'équipe de MLS, pour prendre cet exemple-là, il y a quand même du calibre. Maintenant, moi, je pense que à cause de ces deux développements-là, ces deux réalités-là, financières et sportives, qu'il y a un grand avenir au niveau de la MLS. Ça va devenir une ligue très importante. Est-ce que la Coupe du Monde va aider? Absolument. Attention, les Coupes du Monde sont toujours là pour faire briller un championnat, faire briller un pays. La question à se poser, est-ce que la Coupe du Monde au Qatar fait maintenant briller la Ligue au Qatar? Non. Est-ce que par contre, ça a eu un impact peut-être indirect sur l'Arabie Saoudite? Peut-être. Qu'aujourd'hui, on est en train de cartonner. Certains prétextent que l'Arabie Saoudite, certaines équipes peuvent taper correctement, pardonnez-moi l'expression, certaines équipes de championnat majeur en Europe. Donc, absolument. Voilà. Donc, globalement, il y a peut-être cet effet-là. Maintenant, la Coupe du Monde en 2026 va aider le foot, le soccer nord-américain. Est-ce que ça sera tout? Non. Par contre, la combinaison de tous ces éléments-là, avec les passerelles qu'on est en train de mettre en place, qui ne passent pas inaperçues. Je suis passé sur les médias américains, je suis passé sur NPR. Donc, en fait, les gens observent, et plus il y aura cet équilibre entre sportif de haut niveau, le sport de haut niveau, et la visibilité marketing, parce qu'il faut être vu aux États-Unis. Moi, je marche avec des joueurs de NBA, je dirais standards, qui sont des vétérans, etc. Personne ne nous arrête dans la rue. On va au restaurant, personne ne nous parle à Los Angeles. On est avec des célébrités à Montréal, tu sais, à New York, tout le monde nous fout la paix. Pour pouvoir déplacer des foules aux États-Unis, il faut être extrêmement populaire. Quand il y a la corrélation entre la performance sportive
et la visibilité marketing, là, il y a une détonation. Et donc, quand on va arriver à ce niveau-là avec le foot, le soccer nord-américain, ça va prendre le marché. Et en ce moment, vous voulez amener des joueurs de l'Amérique du Nord en Europe. Est-ce que tranquillement, vous allez peut-être regarder même pour avoir des joueurs européens en Amérique du Nord? Oui, il y a des gens qui le font très bien, déjà. Et je respecte ça. Et qui continuent à le faire bien. Si on me propose de le faire, si j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai. On me demande parfois. Par contre, l'inverse est très mal fait. Ou pas assez bien fait. C'est ce qu'on fait. Mais oui, la réponse est oui. Intéressant. Parlons un peu de la suite. Donc, tu as l'air de pas beaucoup dormir, d'être dans plusieurs projets en même temps. Tu es dans le foot, tu es dans la télécom, tu es dans le marketing. Si tu m'amènes sur 3, 4, 5 ans avec ton agence de joueurs de foot, avec, bien entendu, Precision Play Soccer également, l'objectif, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une vision très claire? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est... Toutes étaient des vraies questions. Mais ça, c'est une vraie question parce que c'est une question sur l'avenir, la vision. Il y a toujours un endgame. Ce qu'on doit comprendre, c'est que les télécoms, c'est la base de tout. Les télécoms, lorsque je m'endors, l'argent rentre. C'est que c'est des forfaits à 9h tous les matins. Les cartes de paiement sont chargées et l'argent rentre dans le compte en banque. C'est ce qu'on appelle un business à revenu récurrent. Mais c'est à base de tout. Tout le monde est au téléphone. Je vais faire l'analogie avec le foot maintenant. PPS est rené au terme téléphonique par Voxen Telecom. Numéro sans frais, numéro communication illimitée. C'est Voxen Telecom. Quand je parle au niveau technique de PPS. Au niveau marketing, avec Boost.com, globalement, ce qui se passe, c'est que on fait cette communication-là pour PPS également. Si on a été vu, le succès qu'on a eu, entre guillemets, si on peut appeler ça un succès avec la première édition, c'est parce qu'on a été vu et que les gens ont pu adhérer et donc s'inscrire. Donc, ça a été propulsé par Boost.com. Boost My Sport. Évidemment, lorsque ce projet PPS doit maintenant placer les joueurs, on s'organise avec eux, avec l'agence sportive et tout ce qu'on a bâti. Donc, il n'y a pas de dispersion. Il y a une corrélation, il y a une convergence après vers un projet final qui, pour moi, tombe sous le sens. Est-ce que ça va se manifester par un achat de club? On m'a déjà proposé, bien sûr. Est-ce que ça va se concrétiser par des partenariats stratégiques avec des clubs où on deviendrait sponsor avec Voxen Telecom parce qu'on arrive en Europe, je t'ai dit, d'ici la fin de l'année 2025? Est-ce que ça va se passer par des partenariats qu'on m'a proposé à Los Angeles où on s'occupe avec Boost.com de toute la communication des joueurs d'agences partenaires ou même concurrentes, parce qu'aujourd'hui le marché se partage, la concurrence elle est saine. Ça, c'est tout ce qui va se passer dans l'horizon, je dirais, 2 à 5 ans. Le foot pour toi, est-ce que c'était un sport que tu veux quand tu étais jeune? Jamais. Jamais. Mais qu'est-ce qui t'a ramené dans le foot? Je te dis, mon sport, c'est l'entrepreneuriat. J'ai commencé ma première entreprise à 15 ans. Je pondais des pelouses. C'était ça dans mon sang. Alors, j'ai toujours été sportif. Moi, je boxe. OK? Donc, globalement, c'est ça. J'aime la boxe, j'aime le foot aussi, attention. Hein. Mais est-ce que j'étais un joueur de foot quand j'étais petit? Absolument pas. Ne me demandez pas de tirer un penalty. Je ne suis pas un joueur de foot. Je ne suis pas Nicolas Anelka, que j'aime beaucoup, que je respecte. Martinique, shout out à notre île bien-aimée. Par contre, est-ce que j'ai toujours apprécié le foot? Toujours. J'ai toujours été plus un gars de basket. Mais le foot, oui, on l'a toujours suivi, aimé, etc. Et le foot est venu à moi, pas l'inverse. Fascinant. Donc, il y a des projets dans le foot. Tout est interrelié. On sent la synergie, la symbiose qu'il peut y avoir entre tes diverses organisations. S'il y a des joueurs qui nous écoutent aujourd'hui, des parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui savent pertinemment que leur fille ou que leur fils a du talent, ont des aspirations, est-ce qu'on peut vous contacter? Comment ça fonctionne? Oui. Alors, on reçoit beaucoup d'emails déjà. Parfois, c'est difficile de tout traiter. Le mieux, c'est d'envoyer un courriel à management@boostmysport.com ou votre agence d'athlète ou directement à PPS pour les camps, à management@commercial precisionplaysoccer.com. On mettra ça dans les notes de l'épisode. Et
de préciser qu'ils ont vu le podcast pour attirer notre attention et de demander le numéro de cellulaire d'un des collaborateurs pour envoyer les vidéos directement sur WhatsApp. C'est la meilleure façon parce que là, sur WhatsApp, on a les vidéos, on a le CV, on arrive à regarder tout de suite. Sinon, ça peut arriver, on essaie de pas le faire, mais on peut manquer les courriels. Intéressant. Jérémy Pastel, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui avec moi sur Paris. Belle discussion qui navigue entre le foot, le monde des affaires, l'aspiration que plusieurs jeunes peuvent avoir de jouer en Europe. Je pense que c'est assez exceptionnel. J'ai toute mon admiration sur ce que vous construisez en ce moment en Amérique. Merci à toi. Allez jeter un petit coup d'œil. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire de foot.